la carence en infrastructure occupe une place importante dans cet état de fait. On ne l'évoque pas souvent quand on parle des difficultés par rapport à l'intégration, mais le déficit d'infrastructure constitue un facteur de blocage pour l'intégration en Afrique de l'Ouest, car nous souffrons véritablement de ce déficit, comme vient de l'évoquer le professeur Silla. Et cela se voit aussi clairement euh, avec même l'absence des liaisons ferroviaires entre les pays africains. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner... Mesurer la profondeur de ces analyses et le courage de ces prises de position. Monsieur le représentant du recteur, merci. Merci pour vos mots de bienvenue. Transmettez au recteur toutes nos salutations différentes. Je salue aussi les autres panélistes. Mes salutations vont aussi au groupe de la CEDEAO et à tous ses membres pour vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de me déplacer et de venir vers vous pour m'entretenir avec vous sur des questions qui nous intéressent tous. Quand on parle de liberté de circulation des personnes, on pense d'abord au protocole de 1979, ce protocole de la CEDEAO dont le but était de permettre aux citoyens des États membres de circuler, de résider et de s'établir librement dans l'espace communautaire. Cela d'ailleurs fait de notre communauté économique régionale la serre la plus avancée. Tout le temps, on le dit. Et souvent, on prend en référence ce qui se passe en Europe, notamment avec l'Union européenne. Mais je dois quand même soulever que le protocole est antérieur quand même à Schengen, qui date de 1985, même si on a eu le Benelux entre 44 inspirations dans l'histoire. Nous n'avons pas seulement copié l'Union européenne. Quand j'ai essayé de chercher un référent, j'ai pensé à la charte du Mandé. Même si les dispositions n'étaient pas formulées en termes juridiques et ça relevait de l'oralité, certaines dispositions peuvent être interprétées comme favorisant la libre circulation, l'hospitalité, l'installation dans les territoires de l'Empire du Mali qui s'étendait du Sahel central et qui bordait un peu l'océan. On avait un empire multiethnique et on a mis en place des principes. Les personnes pouvaient se déplacer librement pour le commerce, les alliances, les activités sociales. Les routes devaient être sûres et les voyageurs protégés. C'est dans l'article 20. L'étranger et le voyageur devaient être accueillis et protégés. Et les communautés avaient l'obligation d'offrir assistance et hospitalité. Ça, c'est au XIIIe siècle. C'est-à-dire c'est une charte qui est contemporaine à la Magna Carta européenne. Je crois que c'est important de le dire. Maintenant, pour en revenir au protocole de 79, c'est un protocole qui a été quand même l'objet d'une lente maturation. Il y a eu beaucoup de protocoles additionnels qui ont suivi, dont celui de 85, donc qui harmonisait les pratiques en matière d'immigration. Il y a eu le protocole de 86 qui a mis en œuvre la deuxième étape, le droit de résidence. Le protocole de 89, notamment avec la modification de l'article 7, qui a créé des mécanismes de règlement des différends entre les États et qui a pris en compte la dimension sécuritaire. Il y a le protocole de 90, donc, qui a mis en œuvre la troisième étape, le droit d'établissement. Enfin, l'acte additionnel de 2014, qui porte principalement sur les documents de voyage. Donc, le but, c'est tout le temps cette fluidité commerciale. Ce protocole, si on analyse bien, il n'est pas le seul. Ça, c'est ce qui risque de trouver le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, qui se trouvent aujourd'hui menacés. On connaît le groupe dirigé en haut par, disons, Amadou Koufa. Mais aujourd'hui, ce qui dirige ça sur le terrain, c'est Abdoulaye Mamoudou Bakaï, qu'on appelle Joulé Bib de Nampala, Ibrahim Diallo d'Iridouane et Sambara Laye Diallo. C'est eux qui actuellement sont en train de travailler pour venir sur la côte ouest. Il y a aussi ceux qui sont au niveau du bassin du golfe de Guinée. Vous avez suivi. Vous avez ce groupe qui est au Togo. Hein. Vous avez aussi ceux qui sont notamment dans le Pendjal, ceux qui sont au Burkina Faso et aussi en Côte d'Ivoire, Kafolo, etc. Ce qui les caractérise, c'est une puissance, une fulgurance, beaucoup de résilience et une capacité de coordination d'opérations complexes. Ces gens-là,
Ils vont venir chez nous. C'est à nous de nous préparer. J'appelais ça la guerre de l'Est. Cette guerre, elle aura lieu. Parce que tout simplement, nous militaires, quand nous analysons la crédibilité d'une menace, on prend en compte 2 à 3 aspects. Un, c'est l'intention. Est-ce que celui qui vous menace a manifesté l'intention de vous attaquer? En 2023, le patron de Al-Qaïda, ici, qui a remplacé Drukdel, Anabi, est venu, a fait une interview avec Wazim Nas à France 24. Il a dit que notre expansion n'a pas de limite. On a l'immense honneur, mesdames, messieurs, d'accueillir 2 esprits dont les parcours incarnent, chacun à sa manière, la rigueur et l'engagement que ce sujet mérite. Nous avons d'abord le docteur Pape Farah Diallo. Il y a, mesdames, messieurs, des chercheurs qui observent la démocratie depuis les tribunes. Docteur Pape Farah Diallo, lui, la dissèque depuis les fondations. Politiste de formation, docteur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il consacre depuis plusieurs années ses travaux aux dynamiques démocratiques africaines avec une boussole constante. Comprendre comment les sociétés construisent ou échouent à construire le consensus, sur lequel il a consacré un ouvrage que je vous invite à lire par ailleurs. Maître de conférence titulaire à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il dirige aujourd'hui le LASPAC, le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, et mène également ses recherches au LARESPO. Il n'est pas de ceux qui enferment leur science dans les revues académiques. Il la porte sur le terrain de la sécurité au Sahel à la gouvernance des ressources extractives, en passant par les gender studies et la démocratie locale. Coordinateur depuis 2021 du Master Human Rights and Democratization in Africa, en partenariat avec l'Université de Pretoria. Il siège également au conseil d'administration de cette institution, preuve que sa voix. Très cher Ouagadougou, je crois que je ne dirais pas que vous êtes laudatif à notre égard, mais quand même, cette présentation nous donne des vertiges et nous oblige quand même à beaucoup plus d'humilité au moment d'aborder les thématiques qu'on nous a confiées. Je voudrais vous remercier pour votre générosité intellectuelle, connaissant votre rigueur intellectuelle pour avoir été notre étudiant, mais aussi aujourd'hui un collègue qui contribue à la formation de la jeune génération, notamment à travers les séances de travaux dirigés. Je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi remercier le Club Sciences Po à travers Mme Suzanne Butch, de m'avoir associé à cette activité. Et je dois dire que vous avez décidé d'associer dans un panel quelqu'un qui adore les chiffres, qui les manie de très fort belle manière, et quelqu'un qui déteste les chiffres. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous m'avez mis dans ce panel, parce que dans la première programmation, je devais intervenir au premier panel, parce que c'est plus mes centres d'intérêt. Mais quand même, je vais essayer d'aborder cette thématique qui me tient vraiment à cœur, la question des chaînes de valeur. C'est une question qui est fondamentale pour qui veut réfléchir à la souveraineté économique de notre sous-région, mais aussi de notre continent. Et même dans nos pays respectifs, si on ne réussit pas à mettre le curseur sur le développement de chaînes de valeur pour transformer nos matières premières, les ressources naturelles dont nous disposons, on ne pourra pas arriver vers l'industrialisation. Donc c'est extrêmement important.
C'est une question qui me tient à cœur parce que dans le cadre de mes activités au sein de la société civile, je travaille énormément sur la promotion du développement des chaînes de valeur, notamment dans le secteur extractif, notamment au sein du Comité national ITIE. Alors, on m'a demandé de réfléchir sur l'ère de l'intégration, la ZLECAf et les chaînes de valeur régionales. On va analyser les opportunités sectorielles, les défis structurels et réfléchir ensemble sur un plan d'action pour l'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Alors, le premier élément de projection que ce sujet nous donne à voir, c'est que d'ici 2045, le continent africain devrait voir une hausse potentielle de son potentiel de la valeur ajoutée, de la valeur du commerce intra-africain, de 33% à 45%. Donc, ce qui fera plus de 35,7% de part de cette croissance qui, malheureusement, est entièrement concentrée sur les produits industriels manufacturés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique a l'ambition de passer d'un continent exportateur de matières premières à un hub industriel interconnecté. Et pour cela, il est extrêmement important, pour matérialiser cette ambition-là, d'ici 2045, de travailler sur les chaînes de valeur régionales. C'est extrêmement important. C'est tout le sens, toute la problématique de notre présentation aujourd'hui. Alors, il y a un paradoxe africain qui a été soulevé tout à l'heure dans le panel précédent, c'est qu'on est riche, mais on est pauvre. On est riche de nos ressources naturelles, on est riche de nos matières premières. Le continent africain joue un rôle très limité dans les chaînes de valeur mondiales. Il y a ce que j'appelle la triptyque fragmentation, dépendance et déficit, qui caractérise la structuration de l'économie africaine. Fragmentation parce que le contrat intra-régional stagne à moins de 20% des échanges totaux. On a l'habitude de dire que les déplacements intra-africains sont beaucoup plus importants, notamment la migration intra-africaine est beaucoup plus importante que la migration extra-africaine. Mais inversement, les échanges intra-africains en termes d'échanges commerciaux ne représentent que 20%. La dépendance, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a un modèle d'exportation traditionnel basé sur la matière brute qu'on exporte. Le Sénégal exploite en moyenne 14 à 15 tonnes d'or par an, mais toute cette manne en termes de volume de production est systématiquement exportée vers la Suisse principalement, plus les matériaux dérivés, sans aucune forme de transformation locale. Alors qu'un pays comme le Botswana, qui ne fait pas beaucoup de bruit, le doyen Aluntine connaît très bien certainement, c'est l'un des pays les plus riches du continent. Parce que le diamant botswanais est extrait du Botswana par des Botswanais et poli par les Botswanais avant d'être vendu. Et même le prix est fixé au niveau du Botswana. Voilà un pays qui ne fait pas beaucoup de bruit. Alors que dans les années, au début des années 80, quand Abdou Diouf déclarait le multipartisme intégral, il n'y avait que le Sénégal et le Botswana qui faisaient figure d'État démocratique dans le continent. C'était les deux seuls pays qui avaient initié un multipartisme intégral dans un contexte africain marqué par les partis-États ou les États-partis, l'autoritarisme, parfois même des régimes qui sombraient dans un autoritarisme dur, comparé aux autoritarismes modérés de Nyerere ou de Senghor. Donc, de ce point de vue, voilà un pays qui a réussi à développer une chaîne de valeur autour de l'exploitation du diamant pour pouvoir s'assurer d'une industrialisation et d'un développement économique harmonieux et durable. Ce que le Botswana a réussi, les pays africains, d'autres pays africains peuvent le réussir. Le troisième élément du triptyque, c'est le déficit, avec une dépendance forte et coûteuse aux importations pour répondre aux besoins locaux en produits finis. Nous exportons des matières premières et on nous les retourne en produits finis. Je donnerai l'exemple du
L'exemple du phosphate. Le phosphate permet d'avoir de l'acide phosphorique, permet d'avoir de l'engrais. Malheureusement, ce sont les Indiens d'Indorama qui contrôlent plus de 70% du phosphate des ICS, qui les exportent en Inde brute et qui fabriquent de l'engrais pur qu'ils nous revendent 7 fois plus cher, alors que le produit de base est extrait du sous-sol sénégalais. Parce qu'on n'a pas développé une chaîne de valeur de transformation pour pouvoir tirer profit et aller vers l'industrialisation. Ce paradoxe de l'abondance, donc, et qui fait partie des 20 pays les plus pauvres au monde et qui est assis sur de l'uranium. C'est avec de l'uranium qu'on fabrique du nucléaire. Nucléaire civil comme du nucléaire militaire. La France, qui s'est positionnée en 2015 comme deuxième puissance nucléaire civile au monde et cinquième puissance nucléaire militaire au monde, avec un peu plus de 300 ogives nucléaires, la France n'a pas d'uranium. C'était le groupe Areva, devenu Orano, qui vient exploiter l'uranium du Niger, plus les entreprises françaises qui exploitent l'uranium au Kazakhstan. Ça qui permet d'avoir accès à l'uranium pour asseoir une stratégie de puissance à travers le nucléaire, civil comme militaire. Nos pays ouest-africains, dans l'espace CEDEAO, devraient s'appuyer, mais aussi à l'échelle continentale, on devrait pouvoir s'appuyer sur ces 4 axes. Mais il n'y a pas que ces 4 axes, il y a d'autres axes sur lesquels les pays africains peuvent s'appuyer pour développer des chaînes de valeur capables de booster l'industrialisation du continent. Donc, il y a cette cartographie des opportunités de spécialisation sectorielle que j'ai présentée ici. Je vais vous laisser là les primes littéraires, etc. Il y a un gros problème. Si on veut développer le pays, Paul Kagame a réussi à faire de Kigali l'un des plus grands incubateurs de start-up du continent. Kigali est en train de devenir la Silicon Valley du continent africain. Il a été saisi dans le premier panel. J'ai prévu de faire une présentation que j'intitule Le renouveau économique de l'Afrique. Parce que force est de constater qu'on vit un moment extrêmement charnière avec 3 grandes logiques qui structurent les choses. L'Afrique est à la croisée des chemins parce qu'on a 3 grands bouleversements en même temps. D'abord, il y a la fracture géopolitique, on en a parlé tout à l'heure. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui est le sujet le plus important. Donc, il y a d'abord la fracture géopolitique avec l'émergence des pays de l'Alliance du Sahel et tout ce qu'on vit depuis l'attaque du 25 avril presque aux portes de Bamako. La deuxième dynamique, c'est l'autonomisation économique. Une volonté qui est là de s'affranchir des anciennes dépendances structurelles. Et tout à l'heure, le premier débat qu'on a eu en a fait largement écho. Donc, les dépendances économiques, historiques, il y a une autonomisation, il y a une volonté de les remettre à jour dans un ajournement. Et la troisième dynamique qui est extrêmement importante, c'est la mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange à l'échelle continentale, la ZLECAf, qui prévoit de faire un marché commun de toute l'Afrique avec un marché de 1,2 milliard d'habitants qui est appelé à être 2 milliards d'ici 2050 et avec des dynamiques avec les différentes communautés économiques régionales, les fameuses CR, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce contexte-là, il est important que vous autres, que nous autres, l'ayons en mémoire pour aborder vraiment le sujet comme on entend. Et bien sûr, vous verrez que mon diagnostic rejoint celui du brillant professeur Diallo. D'abord, c'est une région qui a des atouts extrêmement sous-exploités. On est 400 millions d'habitants, mais on est très fragmenté. Et il y a ici l'aspect qui est extrêmement important du dividende démographique. On a un âge médian qui est de 19 ans. En zone CEDEAO, on a une population qui est extrêmement jeune. Et 19 ans, il faut se le représenter. J'ai un ami, la dernière fois, qui me faisait une analyse brillante, il m'a dit, en Wolof, Sénégal, bu ñu ko doon xayma xale bu góor bu am fukki at ak juróom-ñeent
Et il m'a dit, il faut avoir cela en tête chez toi, si tu as un petit frère qui a 19 ans. Si c'est un garçon, il manie les muscles, il est très émotif, etc. Il a des excès. Si c'est une fille, aussi, c'est quelqu'un, c'est une dame qui commence à avoir des atours, etc. Donc, c'est très important de retenir le fait qu'on a un ange médian qui a 19 ans.